Bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir des plumes sur les océans. Ça va parler de biodiversité, puisque j'ai entendu plusieurs fois le mot cet après-midi. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez 15 jours de sécheresse et une pluie? Vous allez avoir tous les hydrocarbures qui vont ruisseler sur les chaussées et qui vont générer de l'irisation sur toutes les surfaces aquatiques. De la même façon, vous allez avoir tous les flottants, les cotons-tiges, les mégots, les déchets plastiques qui vont se retrouver dans les égouts, dans les rivières, dans toutes les surfaces aquatiques à nouveau. Nous, on a trouvé une solution qui était très intéressante. On est parti du fait que quand vous avez une marée noire, les premiers animaux qui sont touchés en surface, ce sont les oiseaux. Et on s'est dit, les oiseaux, ils ont des plumes. Les plumes, c'est de la kératine. C'est la kératine bêta. Ce que vous avez sur les cheveux, c'est la kératine alpha. On parlait de cosmétiques tout à l'heure. Et on va utiliser cette kératine qui a la propriété d'être lipophile, c'est-à-dire qu'elle va immédiatement, avec une cinétique très importante, absorber ou adsorber tout ce qui est hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est bien sûr les marées noires, mais c'est très peu. Les marées noires, ça représente 17% des hydrocarbures accidentés qui rentrent dans l'accidentologie, je dirais. Tout le reste, c'est ce qui arrive couramment, aussi bien par les industriels que les voitures et toute la circulation. Et donc, on va utiliser cette kératine et cette propriété lipophile pour absorber tout ce qui est hydrocarbures. Donc, essence, huile moteur, gazole, etc. Et donc, on a utilisé tout ce qui est volants usagés de badminton. C'est 6 milliards de volants par an. C'est le premier gisement. Bien évidemment, on utilise aussi tout ce qui est les industriels de la volaille. C'est notre deuxième gisement. Et on s'est associé avec une autre start-up qui utilise des nasses d'ostréiculture usagées qui permet de créer des paniers. Donc, vous avez des paniers qui peuvent être mis dans tout ce qui est avaloir, bouche d'égout. On va récupérer donc les flottants, les hydrocarbures. Je me mets devant, donc c'est pas bon. Voilà. Donc vous avez quelque chose qui récupère les hydrocarbures et les flottants. Et notre innovation, où est-ce qu'elle est? Aujourd'hui, déjà, le problème, c'est que peu de collectivités et d'industries... Enfin, les industriels, ils sont poussés par la réglementation, mais les collectivités, pour l'instant, ils n'ont pas tous ça dans les bouches d'égout. Pour certains, ils en ont, d'autres n'en ont pas. Et quand ils utilisent... ils veulent utiliser... donc absorber du pétrole, ils vont utiliser des paillettes de polypropylène, ce que vous voyez là. Et ces paillettes, c'est du pétrole, c'est pétro-sourcé, et on va donc absorber du pétrole avec du pétrole. On marche un petit peu sur la tête. Donc notre solution, elle est totalement vertueuse, puisque tout est issu de l'économie circulaire. Qu'est-ce que je peux vous dire? 1 minute 15. Donc, on a, depuis quelques semaines, trouvé une solution pour les polluants perpétuels, pour certains polluants perpétuels, les métaux lourds, et bien évidemment, tout ce qui est... on peut rajouter des dispositifs connectés pour éviter du colmatage. Il faut savoir que malheureusement, on n'a pas fini avec les hydrocarbures. On est loin on va encore en utiliser pendant des dizaines d'années, des générations. Aujourd'hui, les hydrocarbures extraits et diffusés sur la planète, c'est en surface 3 fois plus étendu que les océans. C'est-à-dire que si les millions de barils les milliards de barils qui sont utilisés, si on les étendait sur la surface des océans, c'est 3 fois la surface des océans. Donc forcément, vous allez en retrouver de manière obligatoire sur les océans et donc affecter la biodiversité. Notre objectif idéal, c'est de réduire à hauteur de 6 millions aller-retour Paris-New York le bilan carbone. Ça, c'est basé sur des sources ADEME qui ont été faites en l'occurrence sur les volants de badminton.
Pour atteindre cet objectif, on a besoin de la participation de grands groupes. J'ai noté que Julien de Normandie avait comme client, avec sa société, la SNCF, faudra que je le vois, pour structurer l'offre et financer à travers, pourquoi pas, des blue bonds. Voilà. Bien évidemment, ce qu'on vous a fait voir là, c'est une solution pour tout ce qui est collectivité, et on a des solutions pour les industriels. Aujourd'hui, les collectivités territoriales qui rapidement, 28 secondes, nous ont aidés, c'est le port de Sète, un incubateur, le Cleantech Booster, l'Aglopole Méditerranée, le département de l'Hérault, la région d'Occitanie, Chartres Métropole, Open Tourism Lab à Nîmes. Et aujourd'hui, on a été labellisé par justement une coalition. On avait ce mot qui est apparu souvent, le mot coalition, Wave of Change, la start-up Pluviatech qui fait les paniers, et donc Decathlon qui nous a aidés en local, et bien sûr la presse, etc. Et merci, Transition Forum. Merci Ariel pour cette présentation. Et merci à vous. On ne se pose pas toujours la question de ce qu'il y a derrière notre assiette quand on mange. Et c'est bien normal, hein, puisqu'on est en train de manger. Mais derrière notre assiette, en fait, pour qu'on puisse manger à votre faim, il y a 800 millions d'agriculteurs à travers toute la planète qui nous fournissent à peu près 80% de nos denrées alimentaires chaque jour. Ils façonnent les paysages, également les identités culturelles, ils soutiennent les économies. C'est le plus grand employeur du monde. 1 milliard de personnes travaillent directement dans l'agriculture. Et avec 390 000 exploitations, la France est le premier producteur en Europe de produits agricoles bruts et le premier exportateur de semences. Mais derrière cette belle histoire, il y a un gros mais dont on a tous parlé aujourd'hui, c'est le changement climatique. Avec un problème majeur, évidemment, les longues périodes de sécheresse, les inondations dévastatrices, les incendies à répétition, associés à une pression réglementaire qui est de plus en plus stricte pour aller vers une agriculture durable, et c'est bien normal également, entraîne des conséquences qui sont négatives et parfois dévastatrices. Ça commence par la dégradation des terres à cause des différents stress climatiques. Ces dégradations entraînent des baisses de rendement et de rotation des cultures, ce qui génère des augmentations de charges pour les agriculteurs pour pallier à ces baisses de rendement, ce qui, bien évidemment, baisse leurs revenus, déséquilibre l'activité des exploitations, certaines fermes, et ça entraîne des migrations vers les centres urbains. On le voit notamment en France avec la désertification du monde rural. Les agriculteurs aujourd'hui sont en demande de solutions importantes. Pour faire quoi ? En fait, pour améliorer les rendements, en cultivant sous des périodes de stress hydrique, sous des sols qui sont dégradés, c'est-à-dire pollués, salins, pauvres. Et il s'agit également de lutter contre les maladies en améliorant l'efficacité des engrais et des intrants à travers des pratiques durables et naturelles. Face à ce constat, j'ai confondé avec des professionnels biomagnétiques et une entreprise de biotechnologie qui développe des solutions de superabsorption à partir d'un biopolymère qui s'appelle le chitosane. C'est une matière naturelle qu'on trouve dans les carapaces de crevettes, dans les larves d'insectes et dans les champignons. Et on a particulièrement développé le seul superabsorbant universel 100% biodégradable, biosourcé, circulaire et sans microplastique. Alors c'est quoi un superabsorbant ? Ça ressemble à un petit grain de sable et ça a la capacité d'absorber 500 fois son propre poids en eau. Vous les connaissez tous, on les trouve dans les couches culottes, c'est ce qui absorbe les liquides organiques. Et nous, en fait, on le met au niveau du semis, on l'enrobe autour de la graine et il sert de réservoir d'eau pour la plante. Et grâce à sa capacité d'intégrer n'importe quel type de fertilisant, en fait, on peut les libérer de manière contrôlée lorsqu'ils se biodégradent. Et enfin, il s'adapte à tout type d'agriculture, de sol, de climat, d'agroéquipement, que ce soit une agriculture manœuvrière ou mécanisée. Il a un impact, bien évidemment, excusez-moi, il répond à la réglementation. C'est aussi le point important, c'est qu'il répond à la réglementation européenne sur les microplastiques, sur les matières fertilisantes et sur le support de culture. Il a un impact global sur les 4 compartiments vitaux d'une exploitation. Il réduit la consommation d'eau de 50%. Il améliore l'efficacité des engrais et des intrants en réduisant leur dose, ce qui va réduire leur lessivage dans les sols et la volatilisation dans l'atmosphère.
Il restaure la fertilité des sols en augmentant l'activité microbiologique et en formant des agrégats qui vont aérer la structure du sol et favoriser sa fertilité, sa biodiversité et sa capacité de rétention en eau. Il multiplie par 2 le rendement des cultures. Là, je vais peut-être me changer. Nos derniers essais sur le maïs en Bourgogne, sur du maïs en plein champ non irrigué, ont démontré des performances assez incroyables, du point de vue même des agriculteurs, puisque avec le super absorbant, on a atteint des rendements de 170 quintaux à l'hectare versus 100 quintaux à l'hectare sans super absorbant, en sachant que la moyenne en France de production, c'est entre 100 et 120 quintaux. Donc on a vraiment des performances assez importantes. Et de ce fait, il permet d'augmenter le revenu des agriculteurs à travers l'augmentation des rendements et de baisser les charges à travers la diminution de la consommation de l'eau et des engrais. Avec ces 3 fonctions de rétenteur d'eau, de libération contrôlée d'ingrédients et de support de culture, on vise 4 applications. Cultiver sous stress hydrique et sur des sols dégradés, améliorer l'efficacité des fertilisants et des intrants, éliminer les chocs de transplantation hydrique lors du repiquage ou de la plantation des arbres en terre, et enfin, comme substrat de croissance dans les terreaux pour remplacer la tourbe, aujourd'hui qui est une matière fossile non renouvelable et protégée, car c'est un puits de carbone planétaire. Ces applications s'adressent à 3 larges marchés qui sont de plusieurs milliards, à la fois les engrais à libération contrôlée, l'enrobage des semences et les terreaux. Ce sont des marchés qui sont sous très forte pression réglementaire, avec une urgence liée à la situation du changement climatique. Et voilà, j'ai tout dit. On a une vingtaine de collaborations avec des entreprises aujourd'hui, des semenciers, des fabricants d'engrais, des fabricants de terreaux. Et donc je suis à votre disposition si vous le souhaitez pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez me contacter sur mon téléphone. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-François pour cette présentation. Bonsoir à tous. Merci de m'accorder un peu d'attention de votre part pour vous montrer ce que nous avons créé. Alors, on n'est pas les seuls. Depuis plus de 2 ans, on a créé une entreprise qui s'appelle Durabilis RSE. On installe des ruches dans les entreprises et les collectivités. Voilà, on considère que notre activité est un levier de développement de la RSE. Comme par exemple Julien de Normandie l'avait dit, on considère que notre action, ça permet de rendre un peu fun tout ce qu'on doit faire pour protéger l'environnement et la biodiversité. Donc, qui sommes-nous? On a été créé donc en juillet 2022 avec 2 associés. Aujourd'hui, donc, on a à peu près 150 ruches qui sont disposées dans des entreprises et des collectivités. Voilà. Donc, on a 2 ruchers d'élevage en France qui sont en Bretagne et en Champagne, et notre siège en Île-de-France. Et on a réparti des contrats. Bon, là, c'est pas exhaustif, mais on en a qui vont d'ici jusqu'à la Bretagne, un peu sur toute cette zone. Et donc, ce qui est aussi un petit peu vertueux dans notre activité, c'est qu'on fait travailler les apiculteurs locaux, puisque comme vous le savez, l'activité de miel, elle est très peu rémunératrice, et on a des apiculteurs qui sont en train de péricliter dans notre pays. Eh bien, écoutez, nous, quand une entreprise va s'engager, on va leur sous-traiter une partie de l'entretien, ce qui va leur faire des compléments de revenus par rapport à leurs difficultés actuelles. Donc, on va permettre aux entreprises de défendre la biodiversité en faisant permettre à ces pollinisateurs de rester en vie, puisque les abeilles sont en voie de disparition. Donc on essaye toujours de se battre. Et donc vous permettez de participer à la sauvegarde des abeilles, l'amélioration de la biodiversité, et derrière vous avez une activité fun au niveau de la qualité de vie au travail. Alors, de manière simple, création, entretien de ruchers, événementiel et pédagogie autour des abeilles de la ruche, c'est dans ce sens-là où on parle d'un peu de fun par rapport à tout ce qui est la RSE, l'engagement, puisque finalement, on va mettre tous les collaborateurs de toutes les strates sociales d'une entreprise autour d'un projet partagé, avec notamment des ateliers où tout le monde va aller pouvoir, par exemple, découvrir les ruches, faire des formations, et bien sûr, à la fin de l'année, on partage le miel aussi. Donc c'est quelque chose qui va être invasif, même jusque dans les familles des collaborateurs. Voilà, donc, et on a développé dernièrement la biosurveillance grâce aux abeilles, et c'est de ça que je veux plus vous parler. Voilà, la biosurveillance grâce aux abeilles. On ne va pas pouvoir tout surveiller. Par contre, c'est des super sentinelles. Elles captent beaucoup de choses, on peut détecter beaucoup de choses au niveau de leurs ruches et sous leurs ailes. Donc, on a 2 solutions qui existent aujourd'hui, qu'on est en train de développer. Et donc, on a besoin
sur un territoire donné, donc sur une entreprise par exemple qui peut avoir beaucoup de foncier, je pense des entreprises comme le groupe Séché, Rocher qui était présent tout à l'heure, on peut répartir des ruchers, chaque rucher va pouvoir, l'abeille va aller 1,5 km autour de sa ruche, donc on va pouvoir traiter à peu près 700 hectares, et à chaque fois on va avoir des données sur la biodiversité florale. Donc on peut avoir du suivi en temps réel, ou du suivi avec des points d'étape, avec des analyses en laboratoire, et on peut avoir un choix du spectre qu'on veut surveiller. Est-ce qu'on veut juste la biodiversité florale? Nous, on ne pourra pas faire la biodiversité de la flore, enfin de la faune, avec notre solution, forcément. Par contre, on peut avoir des solutions très très pertinentes sur toutes les plantes mellifères. Et déjà, d'avoir un suivi des essences mellifères liées à votre territoire permet de voir si vos actions de biodiversité ont un impact. Donc, ce qu'on veut vous proposer, nous, aujourd'hui, c'est donc finalement un outil de mesure de vos actions en biodiversité. Grâce à nos abeilles, vous allez pouvoir finalement évaluer si vos actions de replantation de haies, si par exemple d'assainir un cours d'eau, les abeilles vont vous permettre de voir les évolutions de taux de pollen, tel type de pollen, en temps réel sur le territoire sur lequel on a installé les ruches. Et donc, ce n'est pas complètement exhaustif, on aura besoin d'autres personnes autour de nous, mais notre solution nous permet d'ores et déjà, en installant des ruchers, d'avoir un véritable suivi de votre biodiversité et d'une évolution de la biodiversité sur votre territoire. Donc aujourd'hui, voilà, on a pas mal de clients avec lesquels on travaille, et sur la biosurveillance, je tiens à les mettre un peu en avant quand même, on a Vitré Communauté qui est très précurseur, et on a aussi, même s'il y avait une concurrente qui était là, la société Vranken Pommery qui a lancé ce genre de démarche sur ses vignobles. Voilà. Il me reste 30 secondes, mais j'ai tout dit, donc je ne peux pas en dire. Mais parfait, merci, merci. Bonjour à toutes et tous. Déjà, merci. Je suis très content d'être ici déjà. Et pour vous captiver l'attention, là, je ne pensais pas passer si tard. Je vais quand même poser une première question. Donc, il y a plein de Parisiens. Vous connaissez peut-être la rue Claude Bernard. Donc, j'ai repris un poste là récent. Et je voulais vous poser la question, c'est quoi la véritable différence entre avant et après? Qu'est-ce qui pourrait changer la vie des Parisiens demain? Ah, la végétalisation, on va parler de ça comme ça. Donc peut-être la végétalisation, on peut peut-être se dire que c'est ça. En effet, donc en fait, on a Paris qui se végétalise, et c'est une bonne nouvelle, vraiment. C'est plutôt une bonne chose. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça répond aux enjeux climatiques, de biodiversité? On a parlé de beaucoup de biodiversité auxquels on doit faire face. Est-ce que planter un arbre pour 4 bâtiments, ça suffit à répondre à ces enjeux de biodiversité? Alors l'actualité récente nous met face à cette crise, à cette urgence. Deuxième question, est-ce que vous savez où ont été prises ces photos? Comment? Ici en France, ouais, j'ai entendu Nice, mais c'est Cannes. Donc Cannes, c'était pas il n'y a pas longtemps. Hein. Donc nous, chez Graines de Forêt, on s'est posé la question, comment on peut végétaliser différemment? On est vraiment convaincus qu'on peut végétaliser de manière très significative et durable. Donc on a commencé à comprendre. Par exemple, si on plante des arbres, plus on plante des arbres, plus le système racinaire va permettre de perméabiliser le sol. Et donc, plus on va végétaliser, perméabiliser le sol avec les arbres, on va pouvoir agir différemment. Donc chez Graines de Forêt, nous, il y a quelque chose qui nous a motivés, ça a été d'agir pour le climat, trouver une solution qui agit pour le climat et de lutter contre l'érosion de la biodiversité. Comment on l'a fait? C'est à ce moment-là qu'on a découvert la méthode Miyawaki. Donc la méthode Miyawaki, c'est quoi? Peut-être que vous en avez entendu un peu parler. Akira Miyawaki, en fait, c'est un botaniste japonais qui a prouvé, qui est un peu visionnaire et qui a prouvé qu'en plantant de manière très dense des espèces locales, on pouvait créer des écosystèmes, donc des forêts robustes, écologiques et durables. Donc nous, on associe cette méthode-là à la permaculture. Comment on s'y prend?
On se dit que on diagnostique et on analyse le sol. Ensuite, on l'amende. Et ensuite, on va le planter de manière participative, jusqu'à 3 arbres au mètre carré. Donc on plante avec, j'ai entendu tout à l'heure des personnes qui en parlaient, donc on plante avec des salariés, des écoles, des familles, des amis. Et alors, quel résultat on peut en attendre ? En fait, déjà, il y a un vrai enjeu, on va préserver le cycle de l'eau, on parle de préservation du cycle de l'eau. Il y a un vrai renfort de retour en force de la biodiversité. On va créer de véritables îlots de fraîcheur. Et en plus, ces systèmes-là vont nous permettre aussi de pouvoir créer des systèmes de sécurisation de barrières naturelles. Je vous ai dit, en fait, on plante 3 arbres au mètre carré. Donc, en fait, on ne peut pas traverser ces espaces. On peut avoir un effet immersif. Donc, parce que en plein Paris, on pourrait imaginer, si on a un peu de place, on peut planter ces espèces, avoir un effet complètement immersif. Ça peut aussi sécuriser des affaissements. Comme j'en ai pas parlé, j'ai pas de slide dessus, je vais en profiter pour vous dire. Là, par exemple, on va faire une plantation à côté de Lyon, à Oulin, dans les semaines à venir, pour sécuriser des balmes, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est des endroits assez raides avec des problématiques d'affaissement. Et puis, je vais passer à la slide suivante. On peut aussi s'en servir pour des filtres. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, récemment ? Donc, on a planté à Beauvais pour Dalkia, donc avec les salariés de Dalkia, avec une classe de CM1, avec des salariés de la ville de Beauvais. À gauche, vous le voyez, peut-être pas, mais les arbres sont plantés, donc ce sont des toutes petites pousses. Et puis, 5 mois plus tard, on a les résultats. Donc déjà, plus de 55 cm de croissance en 5 mois. On s'attend à 1 mètre de croissance par an environ. D'ici 3 ans, ça fera une mini-forêt avec des arbres qui vont dépasser ou atteindre les 3 mètres. Donc moi, je suis Grégory Prost, ça a été introduit. Avec Yannick Labro, on a créé Graines de Forêt en 2023. Donc on est petit, on est jeune. On fait partie aussi de l'incubateur de Make Sense, qui est à Paris, dans le 12e. On fait aussi des formations avec l'ADEME, avec la T2E. On est petit, on est là, mais si vous avez envie de travailler ce type de projet, biodiversité, on se tient à votre disposition pour en discuter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez nous suivre sur LinkedIn, avec plaisir. On est aussi sur Internet, Graines de Forêt, c'est au pluriel. Et puis vous pouvez me contacter. Merci de votre attention. Merci aussi au Transition Forum de l'accueil, très heureux. Voilà, bonne journée. Merci à vous, merci Grégory pour cette intervention. Bonsoir à tous. Eh bien, c'est moi qui ai le privilège d'avoir la dernière présentation, donc je vais essayer d'être concis et efficace. Moi, ce soir, je vais vous parler d'un procédé qu'on a développé chez Treewater, qui est un des procédés dont on dispose, mais n'est pas le seul. On fait du recyclage des effluents industriels chez nous, par un procédé particulier que je vais vous présenter qui s'appelle l'oxydation avancée. On a aujourd'hui 2 brevets qui sont délivrés, dont un qui va vous être présenté ce soir, et deux autres qui sont en cours de rédaction, qui sont basés un petit peu sur les mêmes dispositifs de création de molécules un peu spécifiques pour aller consommer la pollution. On a pas mal de partenariats académiques et privés pour pouvoir opérer ces développements aujourd'hui, et vous verrez qu'on met nos scientifiques aussi au service des activités de développement commercial. Alors comment ça fonctionne ? Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais on va créer des substances particulières qu'on appelle des radicaux hydroxyles par plusieurs dispositifs qui consistent toujours à générer des radicaux plus ou moins différents. Et ces radicaux, ils vont avoir un pouvoir d'oxydation relativement important de la matière organique qui vont venir consommer la pollution. Donc on voit un certain nombre de polluants qui sont listés sur la partie de gauche, des substances pas très sympas qu'on appelle des talons réfractaires, qu'on a beaucoup de mal à neutraliser. On sait que les procédés naturels vont aller, les procédés traditionnels vont aller neutraliser bon nombre de polluants, mais ce qui est le plus compliqué, c'est le fin de cycle. On les compare d'ailleurs, et vous verrez d'ailleurs qu'on n'est pas systématiquement en opposition par rapport à ces composés qu'on dit étant naturels, comme des charbons actifs qui vont venir emprisonner la pollution dans des petites cavités, des traitements membranaires également,
qui sont des technologies qui ont le vent en poupe, ou encore l'évapoconfrontation. On s'aperçoit que sur un certain nombre de registres, on est particulièrement performant en termes de synectique, aussi en termes du fait qu'on ait une technologie qui est dite destructrice en opposition à des technologies qui vont aller emprisonner cette pollution et qu'il va falloir traiter a posteriori. Donc c'est là l'avantage majeur de cette technologie. Et en fonction des cas d'usage, on peut la mettre en combinatoire de manière à améliorer les performances totales de la chaîne de traitement jusqu'aux voies de valorisation des boues. Puisque dans notre modèle chez Treewater, on intègre soit un système complet à la sortie de l'effluent pour aller traiter pour rejet au milieu naturel, soit pour un recyclage et réintégrer à peu près 85-90% du flux dans le circuit, soit un complément de traitements existants, très souvent des traitements biologiques, qui n'ont pas l'avantage d'avoir un traitement dit de traitement tertiaire et quaternaire qui vont aller neutraliser les micropolluants que je vous ai présentés juste avant. On a un modèle qui nous permet d'être relativement robuste. On a des plateformes qui sont assez standardisées, mais qui restent modulaires. Donc c'est par le fait d'un passage par une étude scientifique et technologique qui est conduite par nos scientifiques et nos laborantins. On est déployé sur le pôle de l'INSA à Lyon et une deuxième partie de nos activités basée à Valence dans la Drôme. On va d'abord passer par cette étude qui va nous permettre de dimensionner et calibrer correctement ces dispositifs, puis passer par une phase de pilote in situ qui va nous permettre de déterminer le design optimal, et ensuite d'aller produire cette unité de traitement qu'on va mettre en place et opérer la maintenance a posteriori. On s'est inscrit dans un projet européen qui nous a permis de développer des stations spécifiquement pour le traitement des eaux de blanchisserie, pour le recyclage de ces eaux de blanchisserie, qui nous a permis d'atteindre des ratios jusqu'à 85-90% de traitement, en passant par 3 strates principales, des procédés de traitement primaire qui nous permettent d'abattre le maximum de pollution, nos procédés que je vous ai présentés juste avant qui vont aller permettre de détruire toute la matière organique et les micropolluants, et un traitement de finition qui va aller nous permettre d'aller jusqu'à la minéralisation complète de ces effluents pour retour dans le circuit. Donc on s'est déployé pour l'instant dans le cadre de ce projet sur 3 pays, sur l'Espagne, sur la France et sur le Luxembourg, avec une surface de budget total d'1,5 million pour mettre en place ces démonstrateurs. Le plus ancien opère depuis maintenant 18 mois à peu près, avec des rendements qui sont relativement intéressants, puisque comme je le disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher un rendement écologique le plus important possible. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est des unités qui sont relativement compactes. On a aussi à s'adapter en fonction des blanchisseries. Il y en a qui sont très petites, puis il y en a des très grosses qui vont aller jusqu'à 600 ou 800 mètres cubeurs. Donc on a besoin d'avoir des solutions de traitement qui sont relativement compactes et adaptables. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on arrive à avoir des éliminations qui sont de l'ordre de 98 jusqu'à 99% d'abattement, et on est en train de se déployer sur des entités qui sont bien plus importantes en termes de débit. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Merci beaucoup. Ah, pourquoi la lumière ?